Bonjour à tous, à toutes. Le retour du local, un fantasme, c'est le sujet donc de notre prochain débat. Le retour au local dans un contexte de crise écologique, économique, géopolitique. Est-ce que c'est un fantasme? Est-il simplement un récit politique et marketing? Est-il vraiment plus durable? Est-ce qu'il y a des perdants et des gagnants dans ce retour au local? Pour débattre avec nous, je reçois Éloi Laurent, professeur d'économie à Sciences Po Paris et à l'université de Stanford. Alain Di Crescendo, président de la Fédération nationale des caisses d'épargne et président de CCI France. Je le précise parce que je parlerai aussi au président de CCI France dans ce débat. Frédéric Faure, président du fonds de dotation Biocoop. Marie-Amandine Stévenin, présidente de IFC Que Choisir. Et puis Cédric Conrad, qui est directeur du développement durable de l'Oxam, qui remplace Alice, qui a eu une petite urgence. Pour commencer ce débat, nous devions aussi accueillir le ministre Serge Papin, ministre en charge des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Il a eu un conflit d'agenda quasiment de dernière minute, il y a 48 heures, 72 heures, et donc il a eu le temps de tourner une vidéo qui répondait à peu près, pas tout à fait, mais à peu près aux questions que je voulais lui poser. Donc je propose de regarder d'abord cette vidéo avant de commencer nos échanges. Est-ce que la régie, vous avez la vidéo à passer? Mes chers amis, vous avez touché en plein cœur d'un choix stratégique que nous devons faire aujourd'hui. Quand j'ai découvert le titre de votre table ronde, le retour du local, un fantasme, j'ai vu en quelques mots la synthèse des défis auxquels je suis confronté chaque jour à la tête de mon ministère. Des défis qui engagent l'avenir de notre économie. Mon agenda ne m'a malheureusement pas permis de participer à cet événement, mais je tenais à partager ma vision avec vous. La question que vous posez découle d'une tension fondamentale de notre époque. D'un côté, la recherche par les consommateurs du prix bas, le prix à tout prix, dans une économie mondialisée. La concurrence internationale devient d'ailleurs de plus en plus féroce. Et je pense notamment à l'émergence des plateformes de e-commerce, souvent hors sol, et qui n'hésitent pas à être hors la loi, pour proposer les prix les plus attractifs au détriment souvent de la santé des consommateurs et sans aucun respect de nos codes de la consommation. De l'autre, un désir croissant de proximité, de qualité, d'ancrage local chez les consommateurs. On constate d'ailleurs un retour au commerce de quartier, notamment dans les métiers de bouche. Sommes-nous schizophrènes? Je ne crois pas. Mais ces deux désirs peuvent trouver une seule et même réponse, le Made in France accessible. Le Made in France pour tous. Et ce n'est pas un fantasme, c'est déjà une réalité. Prenons quelques exemples, dont un symbolique. La brosserie française implantée en Picardie. Elle fabriquait jusqu'alors des produits premium, difficiles à démocratiser. Elle a opéré un tournant stratégique. Produire des biens du quotidien sur le marché de masse. Pour cela, elle a modernisé son outil industriel, elle a robotisé avec des machines performantes. Résultat, une brosse à dents Made in France à moins de 1 euro. Déjà 5% de part de marché et avec un objectif qui va être rapidement atteint de 10% de notre marché national. Alors voilà, mes amis. Ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt. Des exemples de réindustrialisation réussie, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Je pense aux jeans à moins de 40 euros, Made in France, aux t-shirts à moins de 10 euros, aux jouets ou à des accessoires électroniques capables de concurrencer les producteurs étrangers, en particulier les plateformes chinoises. Autant d'entreprises qui changent la donne, qui ne se résigne pas à accepter la logique du fabless, vous savez, celui qui a été nôtre pendant trop d'années. Le tournant technologique, la robotisation et l'IA offrent une opportunité unique pour réindustrialiser notre pays et avoir au fond la même compétitivité que ces plateformes chinoises au niveau du prix.
Mais pour que ces initiatives se multiplient, il nous faut des investissements. Banques et fonds privés ont un rôle crucial à jouer, notamment en fonds propres. C'est là dont on a besoin. Des fonds propres. Et le retour du local, à ce moment-là, ça ne sera pas qu'un fantasme, ça sera un rêve devenu réalité que nous pouvons amplifier ensemble. Tous ensemble. Et je vous remercie, je vous souhaite des échanges fructueux, passionnants au cours de cette table ronde. Alors, le débat, je propose de l'organiser sur 3 temps. Un premier avec vous, Éloi Laurent. D'abord, autour du local, une injonction. Un deuxième temps sur le retour au local en réponse aux crises, dont on parle depuis ce matin. Et puis ensuite, un troisième temps sur ce que ça représente, avec notamment le rôle des médias, mais aussi le rôle de la banque. Une injonction parce qu'on assiste à une décélération, Éloi Laurent, de la mondialisation. Il y a moins d'échanges internationaux. Le commerce mondial, depuis les 30 Glorieuses, était quasiment 2 fois supérieur au PIB mondial. Mais cette tendance, elle se renverse à partir de la crise de 2008. Et puis ensuite, depuis 2012, sa progression ne fait que se réduire. Elle est continuellement inférieure au PIB mondial. Et puis ensuite, évidemment, les différents chocs conjoncturels, guerre en Ukraine, différentes guerres au Moyen-Orient, réélection de Donald Trump, et qui utilise le commerce comme un outil de géopolitique, n'a fait que accentuer la dynamique. On a donc 2 tendances aujourd'hui. La première, en effet, un commerce devenu plus que jamais, c'est pas nouveau, mais plus que jamais un outil de géopolitique, et puis un commerce international qui se régionalise et qui se politise. Les États-Unis qui commercent avec les pays politiquement alignés, la Chine et les BRIC qui s'organisent entre eux, qui organisent une mondialisation, disons, qui leur est propre, à la fois parce qu'ils ont des règles du jeu un peu qui les concernent, sur, par exemple, ils sont moins attentifs aux droits humains, moins attentifs à certaines règles communes. Et puis, autre exemple, ils commercent avec la Russie malgré les sanctions internationales. Et puis nous, Union européenne, et on en vient à ce que je voulais vous dire, Union européenne qui essaie d'imbriquer, d'articuler une régulation à la fois qui essaie de coordonner la transition écologique et le commerce. Vous travaillez, vous, sur la souveraineté de l'Europe à l'échelle locale, à l'échelle de la ville. Et notamment, j'ai noté, vous parlez de la science du bien-être dans les limites planétaires. Qu'est-ce que ça veut dire, la science du bien-être dans les limites planétaires, et puis comment est-ce qu'on peut articuler développement local, limites planétaires et impact social? Vaste question. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, alors, je suis très, très heureux d'être là. Moi, j'entends la question de la mesure de l'impact comme la question de la mesure de la valeur. En tant qu'économiste, a priori, c'est ça qui doit nous préoccuper, c'est-à-dire mesurer ce qui compte vraiment pour les humains. Ça pourrait être une définition du rôle d'un bon économiste. Un bon économiste, ce serait quelqu'un qui mesure et qui valorise ce qui compte vraiment pour les humains. Je vais répondre à la question générale qui est qu'est-ce que cette science du bien-être dans les limites planétaires, en quoi est-ce que ça a un rapport avec la question de la valeur aujourd'hui, et je vais appliquer ça à la question du local et à cette question du retour du local, est-ce que c'est un fantasme ou pas? D'abord, on est dans un monde, du point de vue des idées, où un certain nombre de gens comprennent que l'indicateur phare des systèmes économiques, qui est le produit intérieur brut, qui a été inventé en 1934 aux États-Unis, dans un contexte très précis, qui est le contexte de l'après-coup de la crise de 29, cet indicateur-là est une boussole qui indique le Sud. Nous sommes dans des économies qui sont guidées par la croissance économique, et cette croissance économique nous masque les 3 crises majeures du début du XXIe siècle, que sont la crise des inégalités. La croissance ne permet pas, par définition, par construction, de mesurer ces inégalités. Or, ces inégalités sont absolument majeures dans l'évolution des sociétés. Si vous voulez... Oui, c'est à moi que vous faites signe? D'accord. Je me disais, je vous connais peut-être. Peut-être après. Donc, la question des inégalités, si vous voulez une société
dans laquelle on a très longtemps prêté attention à la valeur monétaire agrégée, la croissance, sans considérer les effets des inégalités, et qui se réveille aujourd'hui en voie d'effondrement, regardez les États-Unis. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est une société qui est ravagée par les inégalités sociales depuis 30 ans et qui a pris comme point de mesure la croissance économique. Donc la crise des inégalités, on ne la voit pas. La crise écologique, évidemment, les crises écologiques, par construction, on ne les voit pas. Et la crise de la démocratie. On vient d'élargir l'Europe à la Hongrie ce week-end. C'est une bonne nouvelle. Mais la Hongrie, c'est l'endroit au début des années 2000 où la crise de la démocratie a commencé, il y a 20 ans. Et elle est très avancée aujourd'hui. Viktor Orban, qui disparaît de la scène, c'est l'homme qui était la promesse de l'entrée de la Hongrie vers la démocratie de l'Union européenne et qui a été l'invention du régime autoritaire. Elle a commencé là, la crise de la démocratie. Ces trois crises-là, on ne les voit pas avec la croissance économique, d'où l'intérêt de travailler à de nouveaux indicateurs. Donc on est directement dans le sujet. Qu'est-ce qui compte vraiment pour comprendre l'économie? Donc là, il y a beaucoup de gens qui travaillent en ce moment depuis un moment déjà, sur ce qu'on appelle la post-croissance. Et la post-croissance, c'est précisément, ça a été défini par des chercheurs récemment dans un papier, comme la science du bien-être dans les limites planétaires. Parce qu'un système économique qui a du sens, c'est un système économique qui répond aux besoins humains, mais qui le fait dans les limites planétaires. Donc c'est ça, pour aller vite, la post-croissance. Donc une des choses sur lesquelles je travaille, c'est ça. Qu'est-ce que ça a comme rapport avec le local et comment est-ce qu'on applique la post-croissance au niveau du local? J'en viens maintenant au constat que vous avez fait. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur le fait que la mondialisation décélère. Si vous regardez l'année 2025, vous avez en fait une croissance du commerce extérieur qui est 2 fois supérieure à la croissance du PIB. Donc c'est un indicateur que les économistes considèrent généralement comme un indicateur de mondialisation. C'est-à-dire qu'on a plutôt en fait, sur les dernières années, on est dans une espèce de sortie des années post-Covid et on est en fait sur une mondialisation qui est très forte. Je regardais hier les chiffres qui sont sortis dans le rapport de l'OMC sur les taux d'ouverture au niveau international, etc. En fait, on est sur des économies qui se mondialisent. Mais qui se régionalisent. Alors, non seulement ça, mais elles se localisent. Parce que les deux phénomènes qui définissent notre économie, c'est d'un côté, et qui sont en apparence contradictoires, c'est la mondialisation d'un côté et l'urbanisation de l'autre. Les deux révolutions qui définissent les économies telles qu'elles sont, c'est une révolution qui à la fois intègre les marchés au niveau global et c'est une révolution qui localise de plus en plus les humains dans les villes, dans l'urbanisation. Et c'est ça le paradoxe du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on a le sentiment par la mondialisation que la distance n'a plus d'importance, que l'espace ne compte plus. En réalité, l'espace compte énormément. Quand vous regardez une carte du monde, la planisphère, la nuit, vous voyez les points de lumière qui localisent les lieux où l'économie a lieu, vous comprenez qu'on est dans une économie du quelque part, pas dans une économie du n'importe où. Et donc en fait, vous avez la mondialisation et l'urbanisation. 2007, c'est le moment où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous avez plus de gens qui vivent dans les villes qu'en dehors des villes. 2007. C'est très récent en réalité. Et cette révolution qui s'est vraiment accélérée au cours des 50 dernières années, voilà, donc d'où cette question, le retour du local. Moi, je ne suis pas convaincu qu'on soit sur un retour du local. Je pense que le local, en fait, depuis 50 ans, entendu comme l'urbanisation, ne fait que progresser. Et aujourd'hui, atteint vraiment des niveaux qui sont très importants. Je vais juste, pour essayer maintenant de connecter la question de l'économie du bien-être avec le local et avec l'urbanisation, vous faire part d'un rapport très important qui est apparu aux Nations Unies sur la définition de la ville. Croyez-le ou non, il y a peut-être entre 60 et 80% des humains qui vivent en ville, il n'y a pas de définition universelle de ce qu'est une ville. D'accord ? On n'a pas de définition universelle. Ce chiffre qui est 60% de gens vivent dans les villes, il est établi à partir de définitions de villes qui sont très disparates. En Argentine, c'est un espace dans lequel il y a plus de 2000 personnes qui vivent, et en France, ça va être la question de la contiguïté des bâtiments, etc. Donc, il y a une tentative depuis 5-6 ans très intéressante de définir la ville à partir de données satellitaires. Et pour la première fois, on a, par les Nations Unies, une définition claire de ce qu'est une ville par rapport à une mesure de densité humaine. Et les Nations Unies disent qu'il y a 3 types d'espaces humains. Il y a les centres urbains, donc les métropoles, il y a les villes et il y a les villages.
Et si vous prenez cette typologie, et plus seulement des données disparates, c'est 80% des gens qui vivent soit dans les centres urbains, soit dans les villes. Donc en fait, on est dans un monde hyper urbanisé, hyper localisé de ce point de vue-là. Et la question qui se pose, par rapport à cette question de la mesure de la valeur et de l'impact, c'est à quoi ça sert cette agglomération humaine? Et qu'est-ce que les gens trouvent dans les villes? Vous pouvez dire les villes, c'est des espaces d'attractivité économique où on va essayer d'augmenter la rentabilité du capital. Vous pouvez dire, si on définit les villes à partir de la densité humaine, la vraie question fondamentale, c'est celle de la coopération. Et c'est ça la dimension fondamentale de l'économie du bien-être, entendue comme la satisfaction des besoins humains dans les limites planétaires, c'est de comprendre les villes, de ce que j'appelle moi la ville du bien-être, comme des lieux de coopération sociale et de coopération naturelle. De coopération sociale, c'est-à-dire de tout ce que les humains trouvent comme bénéfices dans les villes qui vont bien au-delà de la question économique, de l'emploi, du revenu. D'accord ? Ils trouvent la question de la sécurité, de la confiance, de la culture, de l'amour, etc. et de la coopération sociale en général, de l'échange de la connaissance. Et il faut rajouter au XXIe siècle la question de la coopération avec les non-humains. Et dans une ville comme Paris, et je terminerai là-dessus pour être très précis, Paris, on le sait, c'est une ville, la ville, identifiée par le Lancet comme la ville où on a le risque le plus grand de mourir d'une canicule en Europe. C'est assez fascinant comme statistique. Pourquoi ? Parce qu'on a une ville qui est hyper dense, qui est très minérale, dans laquelle il y a beaucoup d'inégalités sociales, et vous avez une menace directe pour la santé des Parisiens qui est la question des canicules. Comment est-ce que vous allez adapter Paris aux canicules ? Vous pouvez dire, on va reconstruire tout Paris. On va rénover le bâti, on va faire de la rénovation thermique, etc. C'est impossible. C'est en fait impossible parce que c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop compliqué, et une ville est tellement inerte que vous ne pouvez pas faire ça. Ce qu'il faut plutôt faire, nous disent un certain nombre d'études, c'est construire de nouvelles alliances avec les non-humains, à commencer par les arbres, mais toutes sortes en fait, d'espèces animales et végétales, pour construire une ville qui soit écologique, qui protège la ville minérale. Et ensuite, il va falloir actionner des liens sociaux pour faire en sorte de protéger les gens qui en ont le plus besoin. Et c'est par les liens sociaux qu'on va réussir finalement à protéger Paris des canicules. Donc vous voyez, ça c'est une illustration très précise de ce que peut vouloir dire la ville du bien-être au XXIe siècle. Merci beaucoup. C'est important de pouvoir cadrer en effet les échanges à partir de ça. Donc la souveraineté de l'Europe qui s'invente à l'échelle de la ville. À lundi crescendo, la Fédération nationale des caisses d'épargne a réalisé une enquête qui est d'ailleurs disponible dans tout le CESE, une enquête auprès de 5000 Françaises, qui est là, voilà, auprès de 5000 Françaises et Français sur leur rapport au territoire et le retour au local. Donc, ils en pensent quoi, les Français ? Oui. Alors, on ne fait pas appel à la ville de notre côté, on parle de territoire, qui est une définition qui n'est pas meilleure que celle de la ville, d'après ce que j'ai compris, mais on parle du territoire. Premièrement, le territoire, ce n'est pas une affaire de géographie. Ce que nous disaient les gens, l'attachement au territoire, c'est un attachement de cœur. C'est là où j'ai vécu de bons moments, c'est là où je suis né, c'est là où je me suis développé, c'est là où je me suis marié, c'est ça le territoire. Ça, c'est le point numéro 1. Deuxièmement, c'est les petites conclusions qui sont sur ce petit papier que je vous invite à voir. Deuxièmement, ils ont le blues du territoire, ou le blues des territoires. Ça veut dire qu'ils l'aiment, mais ils sont inquiets. Qu'est-ce que va être mon territoire dans le futur ? Et la grande majorité des personnes qu'on a questionnées sont pessimistes, disent qu'on ne prend pas les bonnes décisions d'investissement, que ce soit pour le développement donc économique des territoires ou le développement sociétal, environnemental, etc. Troisièmement, ils nous disent, nous on vit le territoire de la demi-heure. Bon, ça c'est intéressant, ça rappelle un peu Napoléon, hein. Donc, ça nous dit que le service de proximité sur un territoire tel que le voient nos concitoyens, c'est pas plus loin qu'une demi-heure en transport, à pied, etc., en fonction des uns et des autres. Et qu'est-ce qu'on veut dans la demi-heure ? On veut les services essentiels. Et notamment dans les services essentiels, vous y retrouvez tout ce qui tourne autour, bien sûr, de la santé et bien sûr des approvisionnements. Ensuite, ce qu'on retient aussi, c'est que c'est quoi utile ? Qu'est-ce qui est utile pour un territoire ? Et là, je ne parle pas des infrastructures. Je parle des femmes et des hommes qui sont sur le territoire. La personne utile, c'est pour beaucoup l'élu. L'élu qui a du pouvoir pour le territoire.
Et après, il nous parle de quelque chose que je connais bien qui s'appelle l'entreprise. Et qu'est-ce qu'une entreprise utile au territoire? C'est une entreprise qui décide sur le territoire. C'est une entreprise qui produit sur le territoire. Et c'est une entreprise qui embauche sur le territoire. Et le dernier point peut-être de cette étude qui paraît important, c'est qu'on vous dit, bon, comment vous le voyez, ce territoire? Comment est-ce que vous le rêvez? On le rêve écologique. On le rêve dans la biodiversité. Et là, tout de suite, il y a une rupture au rêve. On dit, mais attention, il y a l'essentiel. Et on ne peut pas passer au travers de l'essentiel. Ça veut dire ce qui fait que demain, on est là et que demain, on peut se développer. Et en premier lieu, on nous cite 3 points. On nous cite le logement, qui est un vrai problème, ou l'habitat, qui est le vrai problème des jeunes et des Français. Dans toutes les études, on le voit. Le deuxième point qu'on voit, c'est les transports. Comment est-ce que j'organise ma mobilité pour aller travailler, pour accompagner mes enfants à l'école, pour aller au loisir? Et le troisième sujet, qui n'existait pas dans les études que nous avions de notre côté, c'était la sécurité. Voilà les 5 grands points qui ressortent des territoires, mais reconnaissez, entendez par là, territoire de cœur. Dans emploi, logement, mobilité, moi j'entends aussi durabilité, ça fait partie des sujets de cette table ronde. Est-ce que le local, c'est souvent une question que je me pose, est-il vraiment plus durable? Est-ce que parce que c'est local, alors ça veut dire que c'est plus durable et que c'est plus écologique? Marie-Amandine, est-ce que vous voulez tenter de répondre à cette question? Oui, bonjour à toutes et à toutes, merci pour l'invitation. Est-ce que le local c'est plus écologique? Est-ce que le local c'est plus durable? C'est une vraie question pour les consommateurs en termes d'approvisionnement. Local, pour le consommateur, c'est juste une indication géographique. Donc déjà, dans un monde où tout est mondialisé, quelque chose de local, ça peut être quelque chose d'européen. C'est déjà toujours plus local quand ça vient du Portugal que quand ça vient de Chine. Et puis au niveau de l'alimentation, ça peut vouloir dire ça vient du département et pas de l'autre parce que bout le de la périmètre change, qu'on se situe dans la consommation alimentaire, dans l'automobile, le local, ça ne veut pas dire la même chose. Mais bien sûr. Est-ce qu'on est à 10 km autour de chez nous? Est-ce que le local, c'est le Made in France dont parlait le ministre? Eh bien alors, c'est ça la vraie question, parce qu'on ne va pas tous habiter à une demi-heure d'une usine qui fabrique des voitures pour avoir des voitures locales. Donc évidemment, en fonction du bien de consommation, la notion de local, elle va varier. Là où il faut vraiment apporter une réponse, c'est que le local, et je suis désolée de le dire comme ça, mais le local n'est pas forcément plus écologique et n'est pas forcément plus durable. Le local, c'est juste une indication géographique. Alors c'est sûr, vous faites forcément une économie du point de vue environnemental sur le transport, parce que ça a été moins transporté, donc c'est sûr, ça aura à ce titre moins pollué. Mais c'est tout. Et c'est compliqué parce que du coup, quand on pose la question est-ce que le local c'est plus durable, ça veut dire qu'on prend un seul critère. Or, il ne faut pas retenir qu'un seul critère parce que nous, par exemple, on a fait une étude à UFC Que Choisir sur les t-shirts. On a trouvé des t-shirts en coton bio qui venaient du Bangladesh. Et on a trouvé des t-shirts qui n'étaient pas faits en coton bio, mais qui venaient de France. Donc on voit bien que ce n'est pas parce que c'est local que c'est forcément biologique. Donc ce qu'il faut, si on veut vraiment axer vers une consommation responsable, une consommation durable, il faut combiner plusieurs critères. Il ne faut pas s'arrêter au seul critère du local, parce que le local n'est pas la garantie de la protection de l'environnement. Et donc par exemple, pour l'alimentaire, c'est pour ça qu'on va nous privilégier à UFC Que Choisir des notes comme le Planet Score, qui sont aussi des notes qui permettent d'agréger plusieurs critères, puisque dans le Planet Score, il va y avoir les pesticides, la biodiversité et l'impact sur le climat. Et donc là, vous aurez une note qui sera un peu plus complète que la simple indication « c'est local ». Sur l'emploi dont parlait tout à l'heure Alain Di Crescendo, la création d'emplois locaux, la transition écologique aura aussi des impacts sur le marché de l'emploi. Des emplois qui vont disparaître dans les secteurs polluants, d'autres qui vont être créés dans les nouveaux secteurs dits verts. Et d'ailleurs, les chiffres du Bureau international du travail que je vais récupérer pour cette table ronde disent que d'ici à 2030, il y a 78 millions d'emplois qui vont être créés dans les secteurs, qui vont être supprimés, ou délocalisés dans les secteurs polluants, et plus de 100 millions qui vont être créés. Mais ce ne sont pas les mêmes. Si je vous ai bien lu, Éloi Laurent,
vous parlez d'approche séquentielle, c'est-à-dire plutôt que de changer de paradigme, de système, c'est la logique des, pardon, c'est pas une jolie expression, des petits pas, en tout cas d'y aller doucement, petit à petit, en créant des emplois verts, en accompagnant de formations pour favoriser le changement d'emploi, la formation des travailleurs. Dans votre ouvrage pour une transition sociale et écologique, j'en viens à toi, Cédric. L'Oxam, c'est un loueur, donc c'est dans le secteur de l'économie de la fonctionnalité, comme on dit. Comment ce modèle peut aussi permettre de créer des emplois qui concilient objectifs sociaux et environnementaux? Effectivement, c'est toute la question aujourd'hui, et je pense quand on parle du retour au local, la question fondamentale derrière, c'est aussi quel modèle on veut déployer. Et c'est en quoi finalement le modèle de la location aujourd'hui a un intérêt pour répondre à certaines questions qu'on a pu aborder. Donc déjà en 2 mots, l'Oxam, je ne suis pas certain que tout le monde nous connaisse bien dans la salle. Donc c'est un loueur, nous sommes un loueur de matériel, une entreprise française, leader en Europe. Donc notre modèle est assez simple, c'est un modèle de service. On propose à la location une gamme variée de matériel pour tout type de clients, du grand compte de la construction jusqu'au particulier, l'industrie, l'événementiel. Et donc, la force du modèle réside en 2 choses, c'est avoir le bon matériel au bon moment et suffisamment entretenu pour qu'il réponde aux besoins de tous nos clients. On est finalement sur un modèle de service. Notre modèle tient davantage dans la préparation, la livraison du matériel, l'aide sur les chantiers si besoin, le retour dans nos agences et la remise en condition pour qu'ils repartent sur une autre location, non plus que finalement, encore plus que l'investissement dans les machines. Et donc finalement, ce modèle, c'est un modèle très local, puisqu'on a 1100 agences dans le monde et un peu plus de 11 000 collaborateurs. Et notre rayon d'action, c'est finalement, alors nous on le qualifie pas, on le qualifie de territoire, on ne parle pas de demi-heure, mais on parle de quelques dizaines de kilomètres. Finalement, notre rayon d'action aujourd'hui, c'est quelques dizaines de kilomètres autour de nos agences. Et c'est en quoi finalement on travaille à combiner cette performance environnementale, cette performance sociale et cette création d'emplois, la création d'emplois localement. Quand on parle de performance environnementale, c'est le cœur même du modèle finalement, c'est comment on intensifie l'usage de l'équipement. Nous, finalement, notre modèle va être fonctionnel si un équipement est utilisé le plus possible dans l'année. Donc, on a quelques chiffres, par exemple, de notre fédération professionnelle qui nous dit qu'aujourd'hui, sur certains types de machines, par exemple les pelles mécaniques, vous savez, les équipements qu'on utilise pour creuser, par exemple, sur les chantiers ou dans vos jardins si vous en avez besoin, le fait de louer une pelle permet d'optimiser son usage par 2. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on crée autant de valeur avec 2 fois moins de machines. Donc 2 fois moins de machines, c'est 2 fois moins de matière utilisée pour produire la machine. Parce qu'on parle beaucoup du carbone, des émissions carbone, la décarbonation. Le vrai enjeu qu'on a aussi aujourd'hui et qui a trait à nos limites planétaires, c'est cette capacité à extraire moins de ressources en utilisant tout autant, finalement en utilisant encore plus la matière qu'on a déjà à disposition. Et de ça, on peut réduire significativement l'empreinte environnementale. On a pu mener une étude avec Carbon 4, par exemple, il y a quelques années, qui montrait que sur les matières les équipements qui ont beaucoup de matière, qui sont très lourds, on peut réduire jusqu'à 70 à 80% son impact sur sa durée de vie, du fait justement de cette intensification de l'usage, tout d'abord. Deuxièmement, d'une logistique optimisée par ce réseau d'agences et donc finalement cette dynamique très locale, et par l'allongement de la durée de vie, puisque nous, notre modèle tient aussi au fait que l'équipement doit rester le plus longtemps possible dans notre parc. C'est-à-dire qu'une machine chez nous va rester 10, 12, 15 ans dans nos parcs et pas quelques mois comme on peut le voir parfois dans certains autres secteurs. Ça, c'est pour le volet environnemental, mais le corollaire d'être local et une entreprise de service, c'est qu'on a cette performance sociale. Un exemple qui est très caractéristique chez nous va être, par exemple, toute la formation dans des compétences clés, notamment les compétences techniques, pour entretenir le matériel, pour allonger sa durée de vie. On parlait de la création d'emplois qui viendrait du coup dans le domaine des services verts ou en tout cas des services de demain. Nous, finalement, aujourd'hui, on aime bien dire qu'on est parfois le monsieur Jourdain de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, quand on a créé l'entreprise, personne n'aurait dit qu'on était au cœur de l'économie de la fonctionnalité. Aujourd'hui, on est très fiers de dire qu'on est au cœur de l'économie de la fonctionnalité, mais ce n'est ni plus ni moins notre modèle historique, et donc on a œuvré à avoir ces compétences techniques sur les territoires, ces filières
qu'on forme via nos écoles, nos milliers de collaborateurs qui passent chaque année dans nos écoles de formation. Donc il y a cette performance sociale qui est inhérente au modèle. Et en dernier lieu, on a cette création d'emplois, puisqu'aujourd'hui on a ces 1100 agences qui emploient une dizaine de collaborateurs qui habitent tous dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, parfois même quelques kilomètres autour de cette agence. Et donc on crée ces emplois, on crée des emplois via nos sous-traitants, soit nos transporteurs, les personnes qui entretiennent nos matériels. Donc on a ce métier très local. La conclusion à cette question et finalement tout l'intérêt aussi autour de cette table ronde, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus, parce que c'est facile de parler de notre modèle et dire notre modèle est absolument génial depuis le début et on n'a qu'à le poursuivre et tout ira bien. Dans les questions qu'on se pose et avec lesquelles on apprécie beaucoup travailler justement avec l'impact en code, c'est de se dire comment on peut pousser plus loin cette performance environnementale en intensifiant encore plus l'usage, cette performance sociale, comment on vient aujourd'hui à éviter le phénomène de pénurie de ressources comme on peut le constater quand même dans de nombreux territoires et comment on travaille justement à mesurer cette performance sociale et environnementale pour justement renforcer encore les effets de notre modèle. J'aimerais revenir sur cette mondialisation qui s'est transformée, je vais dire comme ça. Elle a quand même, on est d'accord sur le fait que ce sont les échanges, en tout cas une partie des échanges mondiaux qui sont à l'origine des dégradations de l'environnement. Pourtant, la mondialisation, elle a permis de sortir de l'extrême pauvreté pas mal de monde, plus d'1 milliard de citoyens de 90 à 2020. C'était 36% de personnes sous le seuil de pauvreté dans le monde en 1990, seulement 9% aujourd'hui. Cette performance, elle est liée à l'essor de la Chine, à l'essor des pays sous-développés, à la mobilité du capital, à la mobilité des travailleurs, mais au sein des pays. La mondialisation, elle a creusé les inégalités. Vous le disiez, Éloi Laurent, à l'instant. Depuis notamment la crise de 2008, ce sujet des inégalités liées à la mondialisation est quand même très présent dans le débat public, en France, en Europe, ailleurs aussi. Et pour lutter contre les dégradations de l'environnement, les inégalités environnementales sont ainsi un vrai sujet. Peut-être, Éloi, revenir sur la définition, nous dire ce que ça veut dire les inégalités environnementales. Alors, je vais peut-être juste faire un petit point empirique. Donc, sur la question du rapport entre inégalité entre les pays et inégalité au sein des pays. Il y a maintenant des très bons travaux qui portent sur des données de près de 2 siècles et qui arrivent à décomposer les inégalités mondiales en 2 types d'inégalités. Les inégalités entre les pays, qu'en anglais on dit between, et les inégalités au sein des pays, qu'en anglais on dit within. Et on voit très bien quel type d'inégalité, en fait, influence le plus les inégalités mondiales. Et on a été pendant longtemps dans l'idée, enfin depuis, si on regarde les choses depuis, on va dire, 40 ans, ce qui est vraiment apparent, c'est que les inégalités entre les pays ont tendance à décliner. Reste à savoir si c'est du fait du commerce international, on peut discuter de ça. C'est pas parce que ce sont des inégalités internationales qu'elles baissent du fait du commerce international. Elles peuvent baisser pour des politiques nationales qui sont mises en place dans les pays. Par contre, les inégalités au sein des pays, elles, augmentent. Et donc aujourd'hui, la raison pour laquelle le monde est très inégal, il reste très inégal, c'est beaucoup plus sous l'effet depuis 40 ans des inégalités au sein des pays qu'entre les pays. Ce qui est intéressant parce que ça pose une fois de plus plein de problèmes pour les systèmes démocratiques. Parmi ces inégalités au sein des pays, il y en a d'un nouveau type qui sont des inégalités environnementales. On est en train de découvrir que l'environnement est la nouvelle frontière des inégalités. Et on va le découvrir très vite en France sur des questions essentielles comme l'alimentation, l'eau, l'exposition aux désastres naturels, etc. Il y a des inégalités sociales absolument massives qui sont liées aux enjeux de l'environnement parce que ces crises écologiques s'accélèrent et qu'elles dévoilent en fait les structures d'inégalité sociale qui sont présentes. L'un des exemples très cités, c'est celui des ZFE. Peut-être revenir sur cet exemple, Éloi Laurent ? Alors les ZFE, on peut les voir de façon simple en disant les ZFE, c'est des inégalités de mobilité par rapport à des moyens financiers d'accessibilité de la transition. On parle souvent de la question de l'acceptabilité de la transition. La vraie question, c'est l'accessibilité de la transition. Est-ce que la transition non pas est acceptable ou pas, comme si les gens avaient le choix ? Est-ce qu'elle est accessible ?
Et quand elle est accessible, elle est acceptable. Mais quand elle est inaccessible, elle ne peut pas être acceptable. C'est ce qu'on a découvert avec la question des gilets jaunes. Donc, vous pouvez limiter ça à la question des inégalités de mobilité dans une métropole entre le centre et la périphérie. Et puis vous pouvez ajouter un deuxième type d'inégalité, qui sont les inégalités sanitaires du fait de la pollution de l'air. Et Absolument. Là, le débat devient encore plus intéressant. Et donc, pour bien prendre cette question des ZFE par tous les aspects, il faut bien dévoiler toutes les inégalités environnementales autour de cette question. Et on verra à ce moment-là que ce n'est pas juste pour embêter les gens qui n'ont pas les bons véhicules, c'est aussi pour protéger la santé des enfants, Absolument. Des gens qui vivent dans les villes. Voilà. Et peut-on Frédéric Faure, peut-on relocaliser sans augmenter le coût pour les consommateurs? C'est ça aussi, l'inégalité environnementale. Ça, c'est une super question. Alors là, j'entends 10 000 trucs. On a envie de débattre, de rebondir sur absolument, pratiquement chacune des prises de parole. Très intéressant ce que vous disiez. Alors, je vais essayer de partir de ce fil-là et puis de rebondir un peu sur ce qui a été dit. Mais ce que vous dites sur le Planet Score, je vous rejoins complètement. C'est un peu votre témoignage aussi sur le loueur, la localisation. Oui, mais où sont fabriquées les machines, etc. Et on retrouve toutes ces thématiques très clairement dans l'alimentation. On n'analyse pas un produit, on n'analyse pas une problématique sous le filtre du local. J'illustre par 2 exemples très propres à Biocoop et notre volonté de rendre accessible une bio exigeante. On se pose la question sur la viande, mieux locale ou mieux bio? L'idéal, c'est bio et local, mais une viande locale dont 80% de la ration a été produite en Amérique du Sud, parce que les tourteaux de soja sont importés d'Amérique du Sud, qu'a-t-elle de local? Quel est l'impact de cette viande, de sa production sur le territoire? En revanche, il reste tout à fait les vertus de l'aspect de la production locale, etc. Deuxième exemple, les avocats. On s'est tordu l'esprit dans tous les sens chez Biocoop avec l'avocat. Avocat espagnol, fraude, etc., avec les avocats d'Amérique du Sud, thématique de l'eau, etc. Et là, en fait, la meilleure réponse, et une avec laquelle on a beaucoup de mal chez Biocoop, parce que justement, 15% de production locale chez Biocoop, filière courte, 87% de produits français, etc., ben notre meilleure réponse sur l'avocat et la meilleure réponse mondiale sur l'avocat, c'est l'avocat bio du Kenya. Ben nous, aujourd'hui, on fait de l'avocat bio du Kenya. Et nos consommateurs, ils se disent, mais ça y est, je ne suis plus chez Biocoop, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont craqué ou quoi? Alors que c'est la meilleure réponse écologique, c'est la meilleure réponse à apporter. Donc en fait, l'étude d'un produit, d'une problématique n'est pas aussi simple. Donc le local, est-ce que c'est possible en étant accessible? C'est le gros sujet, monsieur Laurent. J'adorerais discuter pendant toute la soirée avec vous parce que c'est notre énorme sujet aujourd'hui chez Biocoop. Comment on rend la transition, comment on rend accessible des produits bio exigeants? C'est-à-dire, j'étais un peu en désaccord avec, dommage, il ne sera pas là et puis je n'aurais pas eu le cran de toute façon de lui dire, mais avec monsieur Papin. Mais non, je ne pense pas que l'IA, etc., soient des éléments et une satisfaction à arriver sur le local. Donc, non, le local ne sera pas moins cher si on reste dans les règles actuelles de la définition des prix. Alors, je vais accélérer un peu parce que Tony me fait les gros yeux. Il a raison. Pour moi, il y a deux façons de rendre les choses accessibles. Parce que ce non, il est conditionnel. Il pourrait être, oui, on peut rendre les choses locales plus accessibles, moins chères. Comment est-ce qu'on fait? Il y a 2 choses que je vais essayer d'illustrer. C'est 1, la responsabilité des entreprises. Comme Biocoop, on essaye de mettre en œuvre un schéma qui fait qu'on arrive par des mécanismes de marchands, de commerçants, à rendre les produits plus accessibles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le rôle des pouvoirs publics, c'est-à-dire de faire un cadre réglementaire qui favorise les initiatives les plus vertueuses sur les territoires. J'illustre le premier exemple du rôle du marchand, du commerçant. On est dans un monde qui change et il y a des éléments qui nous montrent aujourd'hui très clairement, comme une étude de l'agence Bio, qui montre que l'impact de l'inflation, qui est dû à la difficulté d'accéder à de l'énergie, etc., et ça c'est une réalité, c'est pas quelque chose qui nous est imposé par une pensée, c'est quelque chose qui est réel, l'accès aux ressources est plus difficile. Eh bien, l'impact sur les produits bio et locaux est de 8% sur l'année 2023, alors qu'elle est de 12% sur le reste des produits dits conventionnels. Parce qu'on a des mécanismes où c'est plus proche, il y a moins d'impact environnemental, moins d'intrants, donc moins de pétrole dépensé, etc. Ça veut dire que c'est un monde qui nous rapproche de plus en plus d'une réalité économique. Et puis le dernier point, c'est, en tant que commerçant, en tant qu'acteur, les distributeurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu des aveux qui sont sortis. Aujourd'hui, la construction du prix n'est pas une construction qui est une construction contrainte. Ce sont des choix qui sont induits par notre environnement économique, les règles de la société pour construire un prix, et puis la responsabilité des distributeurs.
qui vont par exemple partir d'un prix. Le Nutella n'est pas un produit qui n'est pas cher. Le Nutella est un produit de comparaison, donc tout le monde va se battre, donc les distributeurs font 2 centimes de marge sur le Nutella. Alors qu'ils vont faire 2 euros sur des produits bio et bons pour la santé. Donc ce que vous dites, c'est que le prix n'est pas une construction mathématique, mais une construction politique. C'est une construction de choix, effectivement. Et ces choix sont induits par les règles de société. Aujourd'hui, si on veut être Leclerc ou Intermarché et continuer d'exister, il faut se battre sur le camembert président et sur le Nutella. C'est là que sont les références de prix. Et puis, il va falloir faire de la marge, et la marge, on va le faire sur les produits de qualité, etc. Et c'est toute l'accessibilité que vous questionnez là. Nous, on est en train de creuser le sillon avec notamment les initiatives de sécurité sociale alimentaire. On le voit dans les études du Shift Project de 2024, tous les producteurs agricoles aujourd'hui, conventionnels, non conventionnels, veulent changer leur méthode de travail. Les consommateurs veulent des produits plus exigeants, plus locaux. Et nous, les distributeurs, on a le moyen de faire ça, les transformateurs aussi. C'est une question de paradigme et de façon de voir la construction des prix. Je vous invite à aller regarder les travaux du BASIC qui sont absolument incroyables là-dessus. Le coût des matières premières est un coût très faible dans la construction du prix. Ça doit nous éclairer. C'est donc le prix est aussi un des obstacles au retour au local pour vous. Alors, c'est un obstacle, mais un obstacle qu'on peut franchir, ça devient un défi. Qui doit payer le coût de la transition? C'est ça la question aussi autour des inégalités environnementales. C'est qui paye? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les entreprises? Je lâche le micro après avoir dit celle-ci. Est-ce que c'est le citoyen? Peut-être, je vais poser la question à tout le monde, mais Marie-Amandine, pardon. Est-ce que c'est le consommateur qui doit payer le coût de la transition? Pourquoi? Juste, pourquoi ce serait à lui de payer le coût de la transition alors que c'est déjà lui qui paye le coût de la délocalisation, puisque c'est lui qui, dans sa santé, va être atteint par le fait qu'il y a de plus en plus de pollution, il y a de plus en plus de produits, pesticides, etc. Donc le coût, qui n'est pas le coût financier, parce qu'en fait, le coût, ce n'est pas forcément que le coût financier. Le coût est déjà payé par le consommateur. Nous, on s'interroge à UFC Que Choisir, on se demande pourquoi ce serait au consommateur de payer le coût de la relocalisation, alors que ce n'est pas lui qui a nécessairement tiré bénéfice de la délocalisation. Après, il y a quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on le dise, c'est que nous, à UFC Que Choisir, on n'a jamais été des militants du prix le plus bas possible. On a toujours été des militants du prix juste, c'est-à-dire le prix qui reflète une certaine réalité. Et je rebondis sur ce qui vient d'être dit sur les péréquations, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la table, dans le propos suivant. Mais ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut absolument éclairer le consommateur. Donc, payer le prix, je pense que c'est déjà, je disais, le consommateur en tant que citoyen qui paye le prix dans sa santé, c'est aussi un choix politique. Parce que si en plus il y a des aides qui sont mises en place, le consommateur, si les citoyens qui payent des impôts en tant que contribuable, c'est lui aussi qui paye un certain prix. Donc lui faire encore plus payer le prix, ça ne me paraîtrait pas forcément être une bonne acceptabilité. Je pense que là, la question elle est vraiment politique. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui aient le courage de dire qui va devoir payer le prix et ensuite aider celui qu'on aura désigné. Est-ce que c'est ça? J'ai vu Éloi Laurent juste avant, je veux juste faire réagir Alain avec sa casquette CCI France, ça m'intéresse parce que donc, le ministre parlait de Made in France accessible, c'est de ça aussi qu'on parle, Alain Di Crescendo. Est-ce que c'est un sujet de société, le prix, le juste prix? Oui, parce que je crois qu'il faut oublier le prix. Vous n'achetez pas un prix, vous achetez un coût, c'est un coût d'acquisition. Et je pense que, et après je vais argumenter, d'accord? Je pense que quand on dit qui paye, on se gourre complètement. Je pense que quand vous parlez de prix, vous vous trompez complètement et on trompe nos Français, c'est là qu'il faut les éduquer. Ce qui est intéressant, c'est le prix total, le coût total d'acquisition. Et je prends un exemple. Des trottinettes, Plume, fabriquées dans le Nord, qui est une boîte qui s'est fait racheter. Donc, tous les composants sont fabriqués en France, d'accord ? Et ce sont des composants modulaires, ça veut dire qu'il y a une maintenabilité très importante. Je peux changer module par module de batterie, par exemple. La trottinette Plume, elle coûte 1 300 €. La même chinoise en perf, elle coûte 1 000 €. La durée de vie de Plume, c'est 2 fois supérieure à celle de la chinoise.
voyez, pour 30% d'écart de prix, on a 2 fois plus de durée de vie. Donc si on parle sur la durée de vie de l'équipement, ben à ce moment-là, on arrive à avoir quelque chose qui est moins cher. Mais comment faire pour avoir l'acquisition? C'est là que le financier, et c'est là que l'engineering financière positive intervient. Et nous aussi, les banquiers. C'est qu'il faut le financer, il faut le louer, il ne faut pas l'acheter. Quand on parle d'un bon produit pour la santé versus un mauvais produit pour la santé, et qu'il y a un écart de prix, qui paye? Mais si le bon produit pour la santé, in fine, fait économiser la sécurité sociale, le système de protection qui est magnifique que nous avons, alors là, si vous voulez, les amis, ça change tout. Quel est le problème de notre pays aujourd'hui? Et moi, je raisonne au niveau de notre pays. C'est qu'on ne se projette plus dans le temps. C'est qu'on ne veut pas faire l'effort de regarder en fonction de l'instantanéité versus la durabilité, la durée d'un produit. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que le coût, le prix est un problème, le coût total d'acquisition l'est beaucoup moins. Et donc, on a tout un travail à faire sur l'éducation de nos concitoyens et de nos entrepreneurs. Et c'est ce que je fais, moi, de mon côté, en tant que président de CCI France. On éduque, on sait ce que ça veut dire, une rupture de production qui fait que quelque part, vous pouvez avoir un avion sur le tarmac parce qu'il vous manque 4 vis. C'est quoi le coût d'appro? Vous imaginez ce que ça veut dire? Et c'est là-dessus qu'on a à réfléchir, donc on a éduqué nos concitoyens. Et puis après, qui paye? Et là, je reprends la casquette de l'entreprise. Si quelque part, il y a un investissement sur un équipement à faire, sur des marchés qui sont les marchés très concurrentiels que nous avons aujourd'hui, même avec ça, si vous voulez, un investissement quelque part, vous le retrouvez dans le prix du produit. Pour que l'entreprise soit durable. Voilà. Donc il ne faut pas se poser de questions là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on peut aider l'entreprise? Comment on peut minorer ça, le coût sur le produit d'un investissement environnemental ou autre? Ben, peut-être qu'il faut plus de clients, plus d'unités produites, etc., qu'on achète plus français, qu'on soit plus patriote. Mais in fine, si vous donnez des obligations, il faudra bien que ça se répercute quelque part. Merci beaucoup. Édouard Laurent, vous vouliez ajouter quelque chose? On est un petit peu en retard, donc juste assez vite. On est en retard, mais on vient nous redonner du temps, en fait. Ce qui compte vraiment, c'est le temps, en fait, c'est la seule unité fondamentale. Et elle vient... J'ai demandé à la régie de rajouter 10 minutes. Oui, non, je viens de changer le temps, c'est très impressionnant comme opération. En fait, on a beaucoup plus de temps qu'on ne le pensait. Parce qu'on est un petit peu en retard, mais je vous en prie, allez-y. Alors, je voulais réagir sur des choses très importantes qui ont été dites. D'abord, le coût de la transition. Il faudrait parler du coût de la non-transition. Parce que l'idée selon laquelle la seule chose qui va coûter quoi que ce soit, c'est la transition écologique, la terrible transition écologique voulue par des idéologues qui veulent notre perte, mais le coût de la non-transition, là, l'insécurité alimentaire en France, aujourd'hui, là, c'est quoi ? 25-30% de la population, la précarité énergétique, c'est 1/3 de la population, la précarité en termes de logement, comme l'a très bien dit monsieur, qui est une crise existentielle et qui attaque le cœur de la démocratie. Aujourd'hui, il y a des études publiées par mes collègues politistes qui montrent que la raison de la montée de l'extrême droite, c'est la crise du logement. D'accord ? C'est 40% de la population. Ça, c'est pas la transition écologique, parce qu'on l'a pas faite. Donc on peut être tranquille. Donc toutes ces inégalités sociales-là, c'est le coût de la non-transition. D'accord ? Et il faudrait s'interroger sur cette question de la non-transition. Spécialement à un moment, je me permets de le signaler, où on est en train de défaire les réglementations environnementales, qui vont avoir un coût pour la santé absolument hallucinant. Le moment où on réalise en France que l'eau potable est polluée et qui est le moment où on démantèle la démocratie de l'eau, c'est un choix absolument fondamental. Deuxième point, oui, vous avez parfaitement raison, le prix est une construction sociale. Le prix de la santé, le coût de la santé en France et aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. C'est un choix de société. Vous pouvez dire c'est le marché qui décide, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça fait 2 siècles dans les pays occidentaux et au-delà qu'on socialise un certain nombre de dimensions essentielles du bien-être humain. Et parce qu'on les socialise, on en baisse fondamentalement le coût et le prix. Donc derrière la valeur, il y a des valeurs. Et la façon dont le prix reflète la valeur qui reflète les valeurs, c'est ça la question fondamentale. Et c'est précisément ce qu'il faut se poser comme question. Dernier point. Comment intervient là-dedans la nouvelle vision de l'économie ? Si on dit l'économie du bien-être, c'est 3 choses. La satiété des besoins fondamentaux, la coopération et la santé. Moi, c'est autour de ces 3 piliers-là que je voudrais reconstruire l'économie. Vous pouvez dire non, tout ça, alors soit ça va être le ruissellement de la croissance ou ça n'a pas d'importance.
Prenons la question de la santé. On est en train de comprendre que la santé est le grand indicateur fondamental de développement au XXIe siècle, pour une raison essentielle, qui est que c'est la dimension fondamentale du bien-être humain, et c'est aussi la dimension qui nous relie avec les non-humains. Il y a un papier qui vient de sortir dans la revue de l'Association médicale américaine sur la santé des enfants américains. La première phrase du papier, c'est « La santé des enfants est l'indicateur fondamental de prospérité d'une société ». Le papier montre que la santé des enfants américains est le meilleur indicateur de l'effondrement total d'une économie qu'on nous vante comme étant l'économie la plus puissante du monde. C'est une illusion totale. Donc, santé, coopération, satiété des besoins, et en effet, réfléchir à la question du prix comme un choix politique. Ça me paraît fondamental. Merci beaucoup. On va essayer d'accélérer parce que je vais me faire taper sur les doigts. On passe à une autre étape de notre échange sur le retour au local comme une réponse aux crises géopolitiques, aux chocs géopolitiques. La dépendance de nos chaînes de valeur à des pays extra-européens, on en a entendu beaucoup parler pendant la crise du Covid. On en entend encore aussi parler depuis le durcissement de nos relations avec les États-Unis et sur la question des droits de douane. Est-ce qu'il faut opposer économie locale et mondialisation ? Cédric, comment est-ce qu'on développe une résilience face à ces chocs géopolitiques ? Alors déjà, je pense que c'est un peu facile d'opposer justement économie mondiale, locale. Et on voit depuis tous les échanges tout à l'heure, c'est un petit peu plus difficile que ça. On parle d'une réalité territoriale versus des réalités d'entreprise, des réalités de modèles. Et donc je reviendrai encore une fois sur le modèle qu'on déploie ici. Si on prend de nouveau l'exemple de l'entreprise que je représente, de l'Otsam, c'est finalement, on est à la fois une entreprise très locale, par le modèle que j'ai évoqué tout à l'heure, tout en étant très international, puisqu'aujourd'hui, on opère dans 28 pays et on a des bénéfices à opérer dans autant de pays. On a bien entendu du partage d'expériences qui se crée, on arrive à pouvoir servir un même client à travers les pays et donc derrière d'avoir de la valeur ajoutée pour ses clients. On a tout un travail aussi d'effet d'échelle sur des sujets de digitalisation, sur des sujets d'investissement dans des matériels décarbonés. On arrive bien entendu à avoir un certain nombre d'effets de levier par notre taille et par notre côté très international. Donc le vrai sujet qu'on a à voir derrière, c'est finalement quel modèle on déploie derrière et en quoi finalement on peut allier de manière intelligente le côté international avec le côté local. Et c'est de là qu'on verra que d'être très gros n'est pas forcément d'être moche, il suffit de bien le travailler. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous permet ? De manière très concrète, le fait d'être présent dans de nombreuses géographies, eh bien, ça nous permet d'amortir bien davantage les crises. Et donc aujourd'hui, en tant qu'employeur, d'avoir la capacité finalement à répartir le risque entre un certain nombre de géographies et de pouvoir passer beaucoup plus facilement les différentes crises qu'on rencontre, eh bien, c'est un avantage, un bénéfice extrêmement concret localement pour l'ensemble de nos collaborateurs qui travaillent dans les agences. La crise du Covid en est un très bon exemple. Le fait d'avoir eu des stratégies très différentes d'un pays à l'autre nous a permis, à l'échelle d'une entreprise, de maintenir l'emploi au sein de l'ensemble de nos agences partout dans le monde. Donc on avait un bénéfice à cette diversification géographique. Vient ensuite le sujet de la résilience de notre modèle et finalement comment on peut travailler pour mieux passer les crises. Là, je vais revenir finalement au point que j'évoquais au tout début, c'est ce sujet de la matière et de cette maîtrise de la matière et de la maîtrise de ses actifs. Forcément, quand on pense mondialisation aujourd'hui, on a immédiatement en tête une supply chain très lean, très optimisée, où finalement on réduit au maximum le stock et notre modèle est fait pour que d'une commande, j'ai la fabrication d'un produit qui arrive chez le consommateur dans un délai de temps le plus court possible. C'est un modèle qu'on évoque beaucoup quand on parle de la mondialisation. Quand on regarde finalement où est la matière, où elle est située, quand on commence à regarder finalement cet actif qui est la matière et non plus le produit fini, là on peut voir les choses différemment. Et ça va être la résilience d'un modèle par exemple comme celui qu'on déploie, on a une part d'équipement qui nous permet de produire de la valeur. Celui-ci, on en est maître, on en est propriétaire, et donc si on a des crises qui apparaissent, si on a des tensions sur notre supply chain, on a la capacité par exemple d'allonger la durée de vie des matériels, pas de 10 ans, mais parfois de quelques mois. Et de quelques mois suffit souvent à passer une crise qui sont finalement de courte durée. Quand on le prend à l'échelle de l'entreprise, on peut facilement aussi l'élargir à sujet d'un territoire ou d'un pays finalement. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on repense aussi la manière de voir la gestion de notre matière en ayant cette capacité à la maîtriser, à en rester propriétaire et donc à déployer finalement ces nouveaux modèles qui nous permettent de mieux exploiter cette matière disponible sur le territoire. Et donc là, quand je
parle de ça, je parle de notre modèle en tant que tel qui est la fonctionnalité, mais derrière aussi de tous les sujets de recyclage, de reconditionnement, et donc comment on fait finalement pour optimiser au mieux la matière qui est disponible localement et de ne plus être autant dépendant des chaînes mondiales et de finalement cette capacité à avoir une matière, enfin ce besoin, même pas cette capacité, ce besoin à avoir une matière tout de suite, maintenant. Et de là, finalement, on peut garder un modèle qui est extrêmement internationalisé. C'est notre cas. Nos équipements aujourd'hui, bien sûr, on l'a par pays, on le distribue à l'échelle d'une agence, mais on a cette capacité aussi à le mutualiser entre les pays. Mais on a cette capacité du coup à le gérer, et donc avoir un modèle qui est finalement local et souverain. Et je pense que c'est là où on doit travailler ce sujet et la manière aussi de le mesurer, puisqu'aujourd'hui, quand on va parler des indicateurs créateurs de valeur, de création de valeur, on parle uniquement de la production de produits. Si on est sur des indicateurs de matière, d'intensité d'usage de la matière et finalement de maîtrise de ces supply chains, là on vient à des modèles qui sont beaucoup plus résilients car beaucoup plus maîtrisés. Donc je pense que c'est des sujets qu'on doit aujourd'hui creuser et développer à l'échelle des territoires pour être beaucoup plus efficaces dans les crises qu'on connaît aujourd'hui. Il y a aussi l'ancrage, Frédéric, l'ancrage local. Comme réponse, et il s'incarne aussi dans des modèles alternatifs. Vous parliez de modèles alternatifs quand on a échangé pour cette table ronde. Peut-être venir sur ce point-là. Oui, très rapidement. C'est intéressant d'essayer de creuser les modèles qui permettent d'apporter des réponses, un peu comme vous l'évoquiez là à l'instant. On a un vrai sujet quand on parle de construction du prix, c'est notamment la lucrativité. C'est notamment l'objet des entreprises. Celui-ci il est déporté petit à petit vers la rémunération du capital, etc. Et il y a des modèles alternatifs, associatifs, mais aussi coopératifs, comme les SIC, les SCOP, qui servent un objet avec les parties prenantes. Donc, Biocop, on a un bon exemple, avec les 4 parties prenantes, paysans, paysannes associés, magasins, sociétaires salariés et consommateurs, qui construisent ensemble un modèle, qui construisent ensemble un projet d'entreprise qui a la vocation de servir des enjeux de territoire, là en l'occurrence alimentaire, donc de construire des filières, d'apporter des réponses très concrètes. Donc effectivement, il y a des modèles qui permettent naturellement un ancrage territorial. Alain, ancrage et local sont liés également. Vous avez travaillé sur ces sujets avec nous. Un petit mot pour conclure cette partie du débat. Écoutez, ancrage et local, c'est globalement tout le modèle des caisses d'épargne. Donc ça, c'est ma casquette caisse d'épargne. On a voulu des caisses d'épargne autonomes des banques de plein exercice, donc en local. Et c'est quoi l'ancrage pour nous? C'est que 100% de ce que nous collectons sur le territoire, on le renvoie sur le territoire. C'est que 100% de notre gouvernance est territoriale. C'est ça le modèle coopératif des caisses d'épargne. Et donc, nous finançons l'économie locale, nous travaillons avec l'économie locale. On a regardé ce qu'on achetait en local, c'est 80% de nos achats, c'est du local. Donc, c'est la volonté que nous avons parce que nous, ce qu'on croit, et puis après, il faut se mettre dans les réalités de marché. Si je veux me battre contre Revolut, que vous avez quasiment tous 1 sur 2 ici, donc qui sont des banques uniquement en ligne, on doit apporter autre chose. On doit donner du sens. Je ne dis pas que les autres ne donnent pas de sens, je ne dis pas que le digital ne donne pas de sens, mais nous, on doit se démarquer. Et la grande réponse qu'on apporte, nous, caisse d'épargne, c'est ancrage local, financement de l'économie locale, et puis, peut-être pour finir là-dessus, c'est le financement des gens que certaines ne veulent pas. Et ça, pour nous, c'est très important. C'est le financement, c'est le microcrédit. Donc, ce sont des gens qui, généralement, sont peu solvables. On forme 50 000 personnes par an en France sur les gens qui décrochent donc digitalement et sur la gestion de l'argent. C'est à peu près 100 000 jeunes qui sont financés via les appels à projets. C'est 23 millions par an que nous faisons. Donc, pour nous, c'est ça. C'est que la responsabilité d'un acteur local, c'est quoi? C'est de dire, je prends des ressources parce que nous prenons des ressources locales. Parce que nous prenons notre énergie, nous prenons nos collaborateurs, nous achetons local, mais il faut renvoyer local. Et je crois que, et c'est peut-être le plus grand élément qu'on puisse avoir, c'est que je crois que des fois on se pose beaucoup de questions, quoi. Qu'est-ce que je fais pour aider ce territoire, mon pays, ma ville? Mais il faut vivre le territoire. Et vivre les territoires, c'est le sens de responsabilité que nous avons. En tout cas, c'est ce qu'on appelle, nous, notre contrat d'utilité autour de l'économie, autour du social et de l'environnement.
Pour clôturer cet échange, j'aimerais parler de ce que ça représente, des représentations. Aujourd'hui, j'étais content de voir Salvador Juan, que vous connaissez peut-être, qui a présenté son dernier ouvrage, La démocratie contre l'écologie, qui montre notamment comment les médias, c'est pour ça que je parle de ça, participent à rendre la transition plus désirable par les citoyens. Comment est-ce qu'ils peuvent, en fonction du traitement médiatique qui est fait de l'écologie, faire comprendre les causes profondes des dérèglements. Il y a aussi le politique qui joue un rôle, évidemment, puisque la transition n'est pas qu'une succession de mesures technocratiques, c'est aussi comment est-ce qu'on fait adhérer les citoyens. On parlait du coût de la transition, des inégalités environnementales, comment est-ce qu'on accompagne toutes et tous, toutes les populations à participer à la transition. Et puis il y a les entreprises. Elles portent aussi une responsabilité pour orienter le choix des consommateurs, pour orienter leurs désirs. J'ai plus le chiffre en tête, Biocop. C'est pas parce que Frédéric, pardon. C'est pas parce que vous êtes là ici. Je cite souvent cet exemple. Biocop a fait le choix de supprimer les bouteilles plastiques. Et vous avez fait une croix sur une partie du chiffre d'affaires. Je ne connais plus le chiffre exact. C'est 210 millions de bouteilles qui ont été non vendues par Biocop depuis cette interdiction 2017. Il faut savoir, pour donner un élément de comparaison, les 2 premières ventes en distribution alimentaire, c'est l'eau en bouteille. C'est la cristalline en 1 litre et la cristalline en demi-litre. C'est les 2 plus grosses devant le Coca-Cola, donc c'est vous dire, hein, et le Nutella. Donc vous avez fait le choix de supprimer une partie de votre chiffre d'affaires pour orienter le désir des consommateurs. Est-ce que c'est plus cher d'ailleurs? Comment est-ce qu'on change les représentations et les idées reçues, Marie-Amandine, sur quand on est un média? Vous êtes, je crois, l'un des médias les plus lus. J'ai entendu un truc incroyable devant le Parisien ou un truc comme ça, non? En tout cas, quand on est un média aussi lu que vous, comment est-ce qu'on oriente, on change les représentations sur le local et sur le durable? Oui, alors comment on fait pour changer les représentations? C'est très très dur. Déjà, nous, on essaye d'informer le consommateur. On ne cherche pas à l'éduquer, on lui donne une information et après, ce sera à lui de faire les bons choix. Notre rôle, par exemple, j'en ai parlé et je continue sur cet exemple-là, ça va être de faire un test sur les t-shirts et de montrer que, et on était, je ne vais pas dire les premiers surpris, mais certains à l'intérieur de la sauce étaient aussi surpris, de montrer qu'en fait, on a trouvé des t-shirts qui étaient fabriqués en Chine, qui étaient en coton non bio, qui étaient plus chers qu'un t-shirt fabriqué en France en coton non bio. Donc en fait, on va dire qualité égale, c'est-à-dire coton conventionnel, fabriqué en Chine, c'était bien plus cher que certains fabriqués en France. Et puis si on se met sur du coton bio, on a eu le même résultat. On a eu un t-shirt fabriqué en France qui était moins cher en coton bio qu'un t-shirt fabriqué en bio, mais à l'île Maurice. Donc autant vous dire que ce n'est pas des résultats sur lesquels peut-être les consommateurs auraient pu penser. C'est-à-dire que les gens vont se dire c'est bio, c'est cher. Et c'est là où on en revient à ce qui a été évoqué tout à l'heure, et ça c'est vraiment un de nos sujets de prédilection, et dès qu'on peut on en parle, et donc je prends l'occasion pour en parler, c'est que pendant longtemps, certains ont eu intérêt à faire passer le message que si c'était bio, c'était cher. Et pourquoi ? Parce que ça a été expliqué, mais je le redis, parce qu'il y avait une péréquation au sein des supermarchés qui fait que la marge sur des marques nationales connues, donc il y a des pâtes à tartiner, il y a de la chips à l'oignon, il y a du bonbon très sucré, etc. Tous ces produits-là, il y avait une marge qui était réduite quasiment à rien, en tout cas à ce qui était minimum possible. Et donc, le supermarché, pour vivre, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait une péréquation dans ses rayons, et donc il margeait à 30-40% sur les fruits et légumes, et il margeait à 50-60% sur le bio. Donc on a volontairement inscrit dans la tête du consommateur que le bio, oulala, c'était cher, mais parce que ça arrangeait bien de faire de la marge là où on ne pouvait pas faire de marge. Et donc nous, c'est là aussi où on va intervenir en tant qu'association de défense des consommateurs et en tant que média. Ça va être pour déconstruire déjà d'une part ce discours, leur dire voilà pourquoi on vous sert ce discours, et montrer ponctuellement que ça peut être faux, parce que si vous voulez manger bio et que vous mangez local, vous avez tout intérêt à aller vers des réseaux de proximité, des marchés, des distributeurs locaux, des réseaux qui vont être comme ça, plutôt que d'aller au supermarché. Donc nous, on fait des cartes qui sont entièrement gratuites pour que les gens aient accès. On se bat, par exemple, pour qu'il y ait en pied d'immeuble, on a pas mal de représentants chez les bailleurs sociaux, et donc nous, on se bat pour qu'en pied d'immeuble, plutôt que d'installer
des grands casiers à clés dans lesquels on se fait livrer des choses, et ben on est juste des petits marchés qui viennent se réinstaller. Ça, par exemple, c'est un de nos moyens. Et vraiment, l'information, et expliquer cette histoire de marge et de dire, attention, il y a un intérêt aussi de certains à vous dire que c'est cher, parce qu'ils continueront à vous faire payer cher. Pour rendre la transition plus désirable, les pouvoirs publics comptent aussi beaucoup sur le secteur bancaire, Alain. Et comment rendre la transition justement désirable en donnant envie à vos clients particuliers, mais je pense aussi aux TPE, aux PME. Vous êtes une des principales banques de financement de l'ESS et des TPE et des PME, pour les pousser à s'engager dans la transition. On finance globalement 25% de l'économie. Alors écoutez, c'est comme sur tous les produits. La méthode, c'est on informe, on incite et surtout on est des rôles modèles. Parce que si on dit des choses et qu'on n'applique pas, je crois que ce n'est pas très astucieux. Et ça ne tient pas la route. Alors sur l'information, on a mis en place ce qu'on appelle les dialogues ESG ou RSE, on peut les appeler comme on veut. Donc qui consiste à faire en sorte que nos collaborateurs aient donc des interactions physiques avec leurs clients pour leur expliquer qu'est-ce qu'une économie durable et comment eux-mêmes ils peuvent être acteurs de cette économie plus durable. Point numéro 1. Donc ça, c'était pour l'information. Ensuite, pour les inciter, et notamment sur les entreprises, donc on a lancé ce qu'on appelle un Impact Tour. Et là, on fait des after-work avec des entreprises, mais il n'y a pas que des entrepreneurs qui sont là. Et on les amène à faire un bilan carbone très rapidement. Ça veut dire qu'à la fin de l'après-midi ou à la fin de la soirée, ils ont un bilan carbone avec quelques pistes d'amélioration. Les inciter aussi, vous parlez d'argent, mais les inciter, c'est le financement. Et c'est tout ce qu'on fait avec nos prêts et nos crédits qui sont bonifiés parce que, encore une fois, investis dans le verdissement de notre économie, de notre planète, de l'économie d'énergie, etc. Et puis, je crois qu'il y a le rôle modèle. Et le rôle modèle, c'est aussi important que l'incitation et puis la présentation ou envie d'expliquer ce qui se passe. Le rôle modèle, c'est ce qu'on fait. Et je vous l'ai déjà cité, c'est que, par exemple, chez moi, en Midi-Pyrénées, on construit un siège social. Ben, c'est un bâtiment énergie positive. C'est 80% de la construction est faite par des opérateurs qui sont sur le territoire. C'est que tous nos déchets sont recyclés. C'est que dans ce bâtiment, c'est un bâtiment non pas de travail, mais un bâtiment de vie, dans lequel on pourra accueillir nos collaborateurs, de la formation bien sûr, et des partenaires. Et puis il y a tout ce que l'on fait dans la philanthropie. Voilà. Je crois qu'encore une fois, et je vois le ministre ici présent et je salue, je crois qu'on parle beaucoup. Je crois qu'on est arrivé dans quelque chose qui est très clair. Il faut faire. Et nous, notre constat d'utilité, c'est faire. Faisons et faisons ensemble et démontrons l'impact. Je crois que c'est tout ce qu'on attend de nous. Et l'impact, ça se mesure, bien sûr, bien sûr. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai fait rajouter 10 minutes, mais finalement, on va finir avec 10 minutes d'avance. Donc finalement, on a tenu notre délai. Un mot de conclusion, Éloi Laurent, comment fait-on pour faire en sorte que le retour au local ne reste pas à l'état de fantasme ? Alors oui, c'est le thème de cette table ronde, le retour du local, un fantasme. C'est étrange parce que le local, c'est ce qu'il y a de très matériel, de charnel, de très tangible. Donc de penser que c'est un fantasme, que c'est quelque chose d'éthéré, etc. J'aimerais bien revenir sur ce thème de territoire. La France a parfois des innovations linguistiques très intéressantes. Personne dans le monde ne parle de territoire, à part les Français. Vous dites à des Anglais... territoire, ils ne voient pas du tout ce que ça peut vouloir dire. En France, on parle des territoires, du territoire. Il y a une étymologie fondamentale dans le territoire qui est la terre, qui est le fait de l'attachement à la terre. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant qui était que dans votre étude, le territoire n'était pas défini de manière géographique. Il était défini par l'attachement. Et si on revient à cette définition des Nations Unies comme la ville comme un lieu de densité humaine, on comprend qu'il y a en fait une consonance entre ce que les Nations Unies appellent le degré d'urbanisation et ce qu'on appelle en France un territoire, qui peut être un territoire urbain, un territoire rural. Et que la question fondamentale, c'est l'attachement.
L'attachement, c'est pas une définition géographique. Un territoire est défini, vous nous avez dit, finalement, par des coopérations sociales, par des relations sociales. C'est ça qui définit un territoire. Et le territoire est défini par l'attachement à la terre. Et c'est ça que montre l'étymologie. Donc, dans cette idée du territoire comme lieu des coopérations sociales et des coopérations naturelles, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant pour penser la matérialité et le caractère profondément ancré par l'attachement humain de ce territoire. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, comme par magie, on finit à 0-0. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre temps. C'était passionnant.